Radio J. Le 4 quarts politique de la semaine, Shlomo Malka. Radio J. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Avec nous aujourd'hui Jean-Pierre Elkabbach qui publie Les rives de la mémoire aux éditions Bouquin, dont on va parler dans un instant. Alberto Toscano, presse européenne, on évoquera avec lui la crise entre la France et l'Italie. Aline Lebaille-Crémer qui revient d'Ukraine et nous parlerons de ce qu'elle a vu. Elle apportera son témoignage. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux, naturellement, de vous recevoir. On va commencer avec vous. Ce livre est on pourrait dire une biographie professionnelle ou en même temps qu'une autobiographie collective de quelqu'un qui a été au plus près de l'actualité et qui se définit comme un homme curieux, comme un témoin, parfois comme un acteur. Un journaliste avant tout, une légende du journalisme aujourd'hui. Vous dites pourtant que vous êtes engagé dans le journalisme par hasard. On a du mal à vous croire. Et pourtant c'est vrai. D'abord, je veux m'excuser parce que un rendez-vous Shlomo avec vous et avec les auditeurs ne se manque pas. Et j'ai une extinction de voix, je suis venu, pardonnez-moi. Oui, c'est presque par hasard. J'avais à régler un problème de déménagement pour ma mère, qui était venue d'Oran, en France. Et j'avais donc à aller à Oran. Mais il n'y avait ni avion ni bateau. Et donc je suis allé à Alger, que je ne connaissais pas. Et à la radio d'Alger, il y avait une petite musique de Mozart quand chaque dimanche, si je me souviens bien, il y avait une émission musicale. Et donc j'ai dit, je vais aller à la radio. Et quand je suis arrivé à la radio, il y avait un chibanine avec le turban qui m'a dit, pas ici, ils sont au boulevard Bru. C'était un nouvel immeuble. Je suis arrivé dans cet immeuble et j'ai rencontré des gens qui avaient été parfois au lycée avec moi et qui m'ont dit, c'est formidable le journalisme. Moi, je rêvais d'en faire. Je me disais, comment on va en faire quand on ne connaît personne? Alors que pour entrer dans ce métier, il faut être aidé, il faut du piston, il y avait tout ce que je pouvais imaginer. Et là, je suis allé voir le directeur des ressources humaines, qui m'a dit, c'est pas moi, descendez un étage, je vais aller voir le directeur d'information, il m'a fait faire un stage. J'ai fini ce que j'avais à faire en France, je suis revenu, j'ai fait un stage, et j'ai commencé par Oran, la ville natale. Et aujourd'hui, j'y pense, puisque là-bas, c'est le soleil, la Méditerranée. C'est une ville ouverte vers la mer, contrairement à ce que dit Albert Camus. Et du Cap Falcon à Canastel, elle est ouverte sur la mer. Et dès qu'il fait froid en France, voilà le résultat. Alors, on va commencer mezzo voce, et je suis persuadé que vous allez retrouver la voix. Les premières pages de votre livre parlent de votre départ d'Oran. Vous y êtes revenu d'ailleurs quelques années plus tard, il y a pas longtemps, pour être fait citoyen d'honneur de la ville. Et vous parlez de votre père. J'ai été très sensible à ces pages. C'est la scène de la mort de votre père, un jour de Kippour, et qui est une scène bouleversante. Merci de le dire. Moi j'avais 11 ans et demi, mon frère 9 ans, 2 ans de moi, et ma sœur 6 ans. On était tout contents que mon père aille dire le Kippour, la prière principale. Et après qu'il ait lu, il est tombé, comme on dit, la Théba. Oui. Et il est revenu à sa place et il est mort. Et il a été donc considéré comme un saint, quelqu'un qui est purifié et qui est mort le jour de Kippour. Et nous, ça nous a fait un choc terrible pour différentes raisons. Et il y a une rupture, par exemple, pour moi, avec la religion et tout, qui date de là. Quand on est sorti de chez moi pour aller au cimetière, il y avait d'abord toute la ville.
j'ai envie de dire, les cathos, les protestants, les musulmans, les juifs. Il y avait ce long cortège qui a traversé la ville pour l'amener au cimetière. Et au moment où l'enterrer, le grand rabbin d'Oran, je vais dire son nom, David Eskenazi, le père de Manitou, m'a pris par l'épaule, il m'a dit « Mon petit, tu as de la chance, Dieu a appelé ton père. » J'aurais bien voulu qu'il n'appelle pas. Parce qu'à partir de là, j'ai tout connu. La pauvreté, les difficultés, dont je n'ai pas honte, je ne me plains pas de ça. Mais j'ai tout connu. Et j'aurais bien voulu qu'il reste encore un peu. Et j'ai même pas eu le temps de tuer mon père, puisqu'il est mort avant. Et vous racontez aussi le sort de cette synagogue qui se rétrécissait au fur et à mesure. Les fidèles venaient de moins en moins. Ça, c'est après l'indépendance. Mais je voudrais dire un mot d'Oran, parce que Oran est tout le temps en moi. Dans un premier temps, je l'ai rejeté. Et maintenant, il y a comme une sorte de réconciliation et de tendresse. Mais à l'époque où j'étais adolescent, Oran avait une répartition sociale des quartiers. Il y avait le quartier des gens qui avaient de l'argent sur le bord de mer, les Espagnols tout près du port, les musulmans ou les Algériens dans un coin, le village au-dessus de la ville, on appelait ça le village nègre, où mon père avait son magasin. Et la petite bourgeoisie juive, elle était dans le quartier où j'étais, c'est près de la place d'Armes et du théâtre. Et derrière, chez moi, c'est assez extraordinaire, c'est dans l'écrivain où je me suis rendu compte que toutes les rues qui étaient derrière moi, les petites rues juives, etc., voulaient montrer qu'elles s'attachaient à la France et à la nation française. La rue principale, c'est la rue de la Révolution. C'était l'épopée napoléonienne. La rue de Tilsit, la rue de Marengo, la rue de Wagram et la rue d'Austerlitz. Une toute petite rue. C'était la plus pauvre, mais c'était une des victoires de Napoléon. Et c'est ça, l'attachement des Juifs à l'époque à la France. Et ça, moi aussi, j'en suis marqué. Et puisque vous parlez de réconciliation... Je vais répondre sur le cimetière, parce que ça, c'est après l'indépendance. Après l'indépendance, oui. Non, mais vous parlez d'une réconciliation possible après l'indépendance et vous dites, pour tourner la page de 6 décennies d'autoritarisme, les Algériens doivent s'engager eux aussi dans une révolution de la mémoire. Peut-être y parviendront-ils avec l'actuel président Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous n'êtes pas optimiste, trop optimiste dans ce propos, dans la mesure où cette réconciliation, on l'attend depuis un moment? D'abord, je suis pessimiste, mais jamais désespéré. Et je pense que les hommes trouvent toujours des solutions. D'abord, je parle parce que dans les années de l'adolescence dont vous parlez, j'ai vu la fraternité entre les Algériens et les Juifs. Mon père s'occupait de football. Il était vice-président de l'Union sportive musulmane d'Oran. Et donc, toute mon enfance, j'ai vu des joueurs de foot qui étaient des amateurs, qui étaient chez moi, qui m'apportaient un ballon, qui jouaient avec moi. Il y avait cette proximité. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Parce que, en plus d'Oran, il y avait du machisme, de la ségrégation, il y avait de l'injustice. Tout était fait pour l'injustice. La misogynie, tout ce que je peux détester. Mais là, il y avait des moments de proximité. Et donc, après, moi qui ai été marqué au tout début par Pierre Mendès France, qui avait trouvé la solution pour l'Indochine, puis pour la Tunisie, je me disais, il trouvera peut-être une réconciliation, un rapprochement. Et puis après est venu le général de Gaulle. Mais les Algériens ont fait des attentats, ont tué. Les Français aussi. L'armée française, une toute petite armée française, a tué, a torturé, a pratiqué la corvée de bois. On dit, Mohamed, va chercher du bois. Après l'avoir torturé, on lui met une balle dans la tête. Enfin bon, chacun a eu sa part de faute et de responsabilité. Et les Algériens, j'ai longuement vu le président Tebboune au mois de juin, au début juillet, pendant près de 10 heures, tête à tête, très direct. Lui, il veut le rapprochement avec la France. Mais il veut qu'il y ait un partenariat d'égal à égal. Parce qu'on a toujours des complexes. On les voit comme les anciens colonisés, et eux, ils nous voient comme des colonisateurs. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent des relations d'égal à égal. Et je crois que c'est une chance aujourd'hui d'essayer de se réconcilier, de commercer, d'envoyer des fonctionnaires pour la langue française. Parce qu'aujourd'hui, ils sont 45 millions
les Algériens. 45. Ils étaient 9 millions au moment de l'indépendance. Et ils seront, m'a dit Tebboune, en 2030, dans 8 ans, 60 millions. On a intérêt à discuter avec eux. Et puis, il manque peut-être à la France, autant le dire, d'après moi, une stratégie globale à l'égard du Maghreb, du Maroc avec lequel on est en froid, la Tunisie, bien qu'elle soit dirigée par des sectaires islamistes, et ensuite l'Algérie qui est en train de se moderniser. Et puis, j'ai constaté que des Européens comme les Italiens, etc., se rapprochent des Algériens. Et nous, non. Nous, non, parce qu'on a le souvenir d'avant. Et il faut maintenant que les historiens des deux parties, des deux pays, se rendent compte. Les historiens français sont déjà choisis, et les Algériens qui ont été proposés sont plutôt des nationalistes anti-français. Il va falloir trouver des accommodements pour qu'on puisse se parler. Si l'histoire aussi se livre d'une fidélité, vous êtes quelqu'un de fidèle à vos convictions. Vous n'avez par exemple jamais accepté de changer de nom, bien qu'on vous ait dit mais ça marchera jamais El Kabash dans une grande radio. On m'a dit appelez-vous Dupont, Durand, n'importe quoi. Mais, comment? Oui, n'importe quoi. Mais ne gardez pas ça. Vous pouvez pas faire carrière. Heureusement, j'avais un chef qui a demandé que on ne tienne pas compte de moi. Ça aurait été pardon pour ceux qui ont changé de nom. Après la guerre, on pouvait comprendre, ou pendant la guerre. Mais moi, j'aurais compris que c'était une trahison à l'égard des origines. Votre père? De mon père, mais des origines. De ceux qui méritaient qu'ils gardent leur nom. Et aujourd'hui aussi, je voudrais que chacun puisse garder son identité. Qu'il soit français, musulman. Parce qu'il se passe avec les musulmans, français, musulmans, la même chose qu'avec moi, juif, à un moment donné. Parce que j'avais une gueule qui leur plaisait pas. Quand j'ai fait mes études, le nombre de nuits ou de soirs où j'étais collé contre un mur pendant qu'on me fouille, le nombre de fois... mais je vais vous raconter une anecdote toute récente. Il y a 3 ans, je faisais l'erreur de téléphoner en voiture, et je remontais le boulevard Raspail. À un moment, il y a 2 voitures de flics qui sont arrivées. Une devant, une derrière. Devant sont sorties 2 jeunes femmes qui devaient être antillaises, etc. et qui m'ont demandé mes papiers. Je leur ai donné les papiers. Et l'une m'a dit « Tu as ta carte de séjour ?» Il y a 3 ans. « Tu as ta carte de séjour ?» J'ai ri. Alors, elle dit, en plus, tu ris. J'ai dit, mais pourquoi tu me tutoies, vous me tutoyez? Alors, elle me dit, montre tes papiers. Et à ce moment-là, est arrivé des policiers de la 2e voiture, plus expérimentés, que dire, dégage, excusez-nous, etc. Mais alors, si j'étais peut-être de couleur, ou encore comme j'étais avant, je ne sais pas où j'aurais fini. Alors, vous avez dit, je voudrais qu'on dise un mot parce que vous avez, comme beaucoup de journalistes à l'époque, été proche de Pierre Mendès France, vous venez d'en parler. On a rendu hommage ici pour le 50aire, on a fait une émission spéciale sur Pierre Mendès France. Expliquez-moi comment, alors qu'il était soutenu par beaucoup de monde, Pierre Mendès France s'est contenté de faire 7 mois de gouvernement. C'est pas lui qui s'est contenté. C'est qu'on n'a pas accepté qu'il en fasse plus. Il avait des amis et qui ont été fidèles et qui ont fait une sorte de mythe avec lesquels nous avons tous grandi. Mendès France, c'est la République, c'est le langage direct, c'est la pédagogie pour les Français, c'est le respect de l'autre. Et il avait encore plus d'ennemis. Le mélange, la collusion des partis l'ont fait tomber. C'était la 4e République. Les gouvernements restaient peu longtemps pas à l'antenne, mais à l'Assemblée nationale. Alors, oui, un mot, Alberto Toscano. Si, je me permets de remarquer, mais là vous direz, j'espère, je suis certain, quelque chose de plus. Mendès France tombe au moment où la France refuse la Communauté européenne de défense. Et aujourd'hui, la CE2. Et aujourd'hui, en 2022, l'Europe remarque avec désarroi le fait de ne pas avoir une défense commune. Et c'est bien ce que vous dites, Alberto, parce que j'ai toujours pensé que moi, le passé devait éclairer le présent et en même temps
contribuer à aider le futur. Vous me parlez de la CED 62, et moi je crois que la guerre d'Ukraine, on en parlera tout à l'heure, a cassé l'Europe. Et les Américains aussi n'y sont pas pour rien, mais on en parlera après. Alors, on découvre aussi, Jean-Pierre Elkabbach, que vous n'avez pas toujours interviewé les politiques. Et il fut un temps où vous aviez à votre micro Karl Jaspers, Michel Foucault, je parle même pas des figures religieuses, Monseigneur Lustiger, mais Raïm Corsia. Donc vous aviez c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, je suis pas un journaliste engagé, mais je suis un journaliste qui s'engage pour des causes. Et mon ami Alain Duhamel se moque régulièrement de moi parce qu'il dit que j'ai besoin d'une cause tous les ans. Et là où il a tort, c'est que j'en ai besoin tous les 6 mois. Tous les jours. Peut-être tous les 6 mois. Et oui, je me suis toujours battu pour tel ou tel sujet. Et j'ai rencontré, donc dans cette carrière, au nom de ma curiosité, Jaspers, par exemple, grand philosophe, qui a quitté l'Allemagne. Immense philosophe. Ami de Hannah Arendt, mais qui a quitté l'Allemagne. Oui, et il a fait ami, il était le prof. Mais lui n'était pas tombé amoureux d'Hannah Arendt comme Heidegger. Absolument. Et lui a quitté l'Allemagne. Il est allé habiter Bâle, où je l'ai rencontré pendant toute une journée. Parce que sa femme s'appelait Gertrude Mayer. Elle était juive. Et il est parti enseigner à Bâle. Et c'est lui le premier qui a, en 1946, publié La culpabilité allemande. Et qui n'a jamais été bien accepté par les Allemands. Mais il y en a d'autres, des philosophes. J'ai toujours aimé le livre. J'ai toujours eu un livre à ma portée dans les mains. Je peux parler aussi... Vous avez parlé de Michel Foucault. Vous voulez que je dise ce que je dis dans le livre sur Michel Foucault, qui est un... Oui, allez-y. Moi, je trouve qu'à ce moment, de 78-79, beaucoup d'intellectuels européens ont eu de lourdes responsabilités dans la façon où l'arrivée de Ayatollah Khomeini... Notamment Michel Foucault. Et ces pages que vous dédiez à ça sont, à mon avis, devraient être lues et relues, comme d'ailleurs les articles de M. Michel Foucault dans le Corriere della Sera à cette époque. C'était un grand philosophe qui enseignait à Tunis et qui était à Paris. Et il avait écrit Les mots et les choses, est allé le voir. Et d'abord, avant d'arriver aux ayatollahs, c'était en 66. Ça ne nous rajeunit pas. Mais il m'avait bien reçu, il avait un sourire carnassier, un regard à foutre la trouille. Et on avait fait une bonne interview d'1 heure, qu'on avait diffusée sur France Inter, 2 fois une demi-heure. Et chez Gallimard, on avait trouvé intéressant ce qu'il avait dit. Et on a fait un texte à partir de ce qu'il avait enregistré avec moi. Et 1 mois après, au quartier latin, à côté du Flore, je vois dans un kiosque, Foucault attaque Sartre. Ah, bien, je vais l'acheter. Il m'a dit, c'est mon interview, personne ne m'avait prévenu. Et après, Foucault a commencé à protester contre moi. Il m'a fait une querelle, moi qui étais un tout jeune journaliste. Et mais je disais, écoutez, c'est vous qui l'avez dit. Et en 78-79, comme dit Alberto, il est allé en Iran, à Téhéran. Et il a dit des choses épouvantables, c'est une révolution spirituelle. Voilà, et avec des artistes et des intellectuels aussi. Alors, je voudrais dire un mot, parce qu'il y a des pages là-dessus de l'Allemagne, puisque vous en avez parlé à l'instant. Vous avez été correspondant à Bonn dans les années 60, et vous avez fait des... 69, 70, je me mettais pas 60, j'étais tout petit encore à ça. Mais dans les années 70 et quelques, c'est le moment... Et c'était difficile, parce que vous parliez allemand, vous parlez toujours allemand? Je parle un peu allemand, oui. Mais à l'époque, j'avais un peu oublié, il fallait me remettre dans le bain. Et c'était l'époque où le chancelier était Willy Brandt, qui était mal vu par les Français, par M. Pompidou, parce qu'il venait de Berlin, dont il avait été le maire, et on lui reprochait des rapports avec Moscou, son host politique, et Pompidou préférait Edward Heath en Angleterre. Il s'est rapidement rendu compte que mieux valait la relation franco-allemande.
Et vous racontez, parce que bon, vous aimez bien faire des coups, comme chacun le sait, et là vous obtenez une interview d'Albert Speer, l'architecte d'Hitler. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, parce que vous lui demandez à un moment donné, qu'est-ce qui reste de cette architecture? Et alors il dit, une lampadaire. C'est tout. Alors c'est quoi une lampadaire? À Berlin, il avait renouvelé toute la ville et il y avait beaucoup de lampadaires. Et après la guerre, et tout avait été détruit. Et il reste une lampadaire. Mais c'est pas ça qui était seulement rigolo. C'est que j'ai passé un week-end chez lui et je raconte que près de son salon, il y avait un petit, une petite promenade circulaire. Et je me promène, il me fait me promener avec lui, on tourne et on parle. Et à un moment, il y a un chien policier qui saute sur nous, qui joue avec nous. Et d'un seul coup, j'étais pris de terreur tout seul, parce qu'il y avait des photos de Hitler au même endroit, sur ce truc circulaire, qui s'amusait lui aussi avec un chien policier. J'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Mais en même temps, il m'avait montré des documents, comment il avait écrit ses mémoires, etc., etc. Et après, il s'est converti au SPD, au socialisme démocrate. Je ne sais pas s'il était vrai ou menteur. Et après, j'ai bien découvert, contrairement à ce qu'il m'avait dit, qu'il avait contribué à faire travailler des juifs dans les camps. Mais quand il est allé visiter, comme à Theresienstadt, on lui a montré une ville avec des gens qui travaillaient, des gens qui jouaient au foot. Donc il s'est dit, d'autant plus que la Croix-Rouge, qui avait fait une visite, avait dit ils sont pas mauvais, ils sont pas mal. Il avait traité les gens qui allaient finir en cendres. Alors il y a une succession de portraits, les uns élogieux, d'autres plus mordants. Dans les mordants, il y a Jacques Attali. Dans les élogieux, il y a d'abord un portrait très élogieux d'Alain Duhamel. Mais lui-même, je vous ai dit, on l'a reçu ici même sur un livre, il avait fait 5 pages sur vous, et alors il raconte que vous étiez le matin comme un loup qui interviewait. Alors, à un moment donné, tac, vous sautez sur l'intervieweur et vous placez vos banderilles où vous faites une relance, parce que voilà. Et alors, c'est bien que vous ayez parlé du loup, parce que j'ai interrogé quelqu'un qui était un éthologue, qui s'occupait des animaux, du langage avec les animaux. Il venait de publier un livre que je recommande parce que je l'ai retrouvé, qui était sorti dans les années 60. Et l'homme qui parlait aux poissons, aux oiseaux, etc. Quand il m'a accueilli dans sa ferme avec des bottes et tout, il avait près de lui une oie cendrée, qui le suivait. Et il parlait le langage de l'oie. Et il lui disait, bon, sur mon bureau. Donc on parlait, il y avait l'oie à côté. Il lui dit, bon, maintenant, dans le panier. Et l'eau descendait, elle est dans le panier. Sois sage, sois sage. Il me racontait qu'il ne comprenait pas pourquoi les hommes s'intéressent tellement aux aigles. Il dit, c'est des cons, les aigles. Je lui dis, mais pourquoi les aigles? Il me dit, ils sont dans les Césars, les légions de César. Ils sont le Troisième Reich, ils sont Napoléon. Mais c'est un oiseau, on le laisse partir, il revient chez celui qui est son geôlier. Il revient se mettre sur son poignet. Et il m'a appris quelque chose, vous avez dit le loup. Il ne pose pas de branderie, mais il y a les crocs. Mais le loup, c'est un des seuls animaux, à ma connaissance, qui ne tue jamais ses congénères. Jamais. Quand il y a une bagarre entre deux loups, le jeune qui veut prendre la place du vieux, ou un moins vieux, ils se battent. Et le vaincu va rejoindre le bout de la meute. Et quand il croise après l'autre loup, eh bien, il fait allégeance, il baisse la tête. Et je me suis dit qu'on est injuste avec les loups, parce que l'homme est un homme pour l'homme, et le loup ne tue jamais. Le loup, il n'a pas tué ses congénères, il n'a pas fait Auschwitz, à Saint-Barthélemy, les génocides ici et là. Donc moi, je respecte le loup, même si il fait son job de loup, il bouffe qui il faut.
Non. Alors, et vous, Hein? Et les oies aussi. Oui, aussi, les oies du Capitole Oui. qui ont sauvé Rome. C'est pour ça que mon ami Konrad Lorenz n'aurait pas aimé de les laisser ensemble. Et puis il aurait dit à Loire, taille-toi, et voilà le loup. Alors, on va continuer à feuilleter ce livre, mais on va parler aussi de l'actualité. Et naturellement, vous en parlez, vous parlez de l'Ukraine, vous parlez de Poutine que vous avez interviewé, et on va en parler, mais je vous propose de faire une pause, et le 4K revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros Jean-Pierre Elkabbach qui publie Les Rives de la mémoire aux éditions Bouquin dont on va continuer à parler, Alberto Toscano, Presse européenne, Aline Lebaille-Crémer, La règle du jeu. Je reviens donc à cette interview de Poutine qui figure dans le livre. Vous avez eu un mal fou à obtenir Poutine, mais vous l'avez eu. Vous avez d'ailleurs... c'est la même chose avec Sadat, avec Hafez el-Assad, oui. avec tellement de dirigeants, avec Mandela, 2 fois des voyages en Afrique du Sud sans l'avoir, et puis la 3e fois, et puis des liens qui se sont créés après. Ça n'a jamais été facile. Alors, lui, son interview apparaît aujourd'hui totalement décalé quand on connaît la suite. Il vous dit tout simplement il faut que tout le monde soit en paix. J'essaye de retrouver le passage et il vous dit pas d'expansionnisme de la Russie, on n'a pas envie de sortir de nos frontières, et il avait ajouté le casus belli. C'est si l'OTAN installe ses fusées, ses missiles, c'est-à-dire une part de l'Amérique, là, en face de chez nous, en Ukraine. Et alors, c'était probablement, enfin, je sais pas, à l'époque, mais un menteur, un manipulateur, peut-être avait-il l'idée qu'un jour ou l'autre, il prendrait toute l'Ukraine. En tout cas, il ne nous l'a pas montré ce jour-là. Et il a évolué parce qu'il y a eu ce sujet, il y en a probablement d'autres, mais entre-temps, je lui pardonne pas d'avoir détruit des villes, d'avoir tué des civils, d'avoir une stratégie qui se déroule encore en ce moment, d'avoir torturé, d'avoir laissé son armée faire ce qu'elle a fait, le viol comme arme politique, etc. Mais c'était un autre Poutine. Il n'est pas fou. Il est méthodique. S'il avait été fou, dès le début, ou il aurait envoyé, comme disent les militaires, des parachutistes dans Kiev, ils auraient bouclé Kiev, ou bien il bombarderait tout le centre de Kiev s'il pouvait, ou Kharkiv, etc. Il y a là une situation, je crois, en ce moment, mais Aline dira le contraire, que nous sommes arrivés à un moment où des discussions sont possibles. Même si aujourd'hui, on ne peut pas dire, sans être traité de potinolâtre ou je ne sais quoi, mais c'est pas moi qui vais le dire, ce sont les Américains. Le chef d'état-major et le ministre de la Défense américaine ont dit le moment d'hiver, etc. Que ce soit les Ukrainiens qui disent s'ils veulent un cessez-le-feu ou pas. Si j'avais fini ma phrase. Ouais. Bien sûr, les Ukrainiens qui ont, et Zelensky, courageux, vaillant, avec un peuple extraordinaire, un jour peut-être il saura qu'il faudra peut-être discuter. Surtout si les Américains lui envoient moins d'armes et moins de moyens. Alors, on va parler quand même un peu de l'actualité, et je me tourne vers Aline Lebaille-Crémer, puis Alberto. La semaine a été dominée par les missiles envoyés sur l'Ukraine, une centaine de missiles, une pluie de missiles, dont 2 sont d'ailleurs tombés en Pologne et fait 2 morts. On en est toujours... On dit que c'est pas des missiles russes. On dit que c'est pas des missiles russes. Et même les Polonais le disent. Il y a que Zelensky qui dit le contraire. C'est pas terminé, mais... Zelensky n'a pas encore... Zelensky souhaite voir avant d'affirmer. C'est exactement ce qu'il a dit. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que c'est à peu près pour toute la partie ukrainienne et tous les responsables ukrainiens, y compris la société civile, d'avoir accès aux éléments de l'enquête. Parce que il faut comprendre que dans cette guerre, il y a une quête de vérité permanente en face d'un empire qui
passe sa vie à mentir. Et donc, la quête de la vérité, ce qui s'est passé ou pas passé, est crucial. Et il faut entendre ça quand il nous demande d'accéder, entre guillemets, au dossier et de vouloir la vérité. La vérité, c'est une question à fleur de peau en Ukraine parce que ce sont des gens qui ont vécu des décennies sous un empire qui a pour mode opératoire le mensonge permanent. Donc, c'est pas rien. En tout cas, c'est à entendre. Entre autres 1000 choses, je voulais peut-être... C'est pas Alberto qui parle. Non, il a dit Alberto, donc je veux dire que ta voix, c'est pas la mienne. Oui, et je voulais dire aussi de voir des missiles partout en ce moment en Ukraine, évidemment, parce que le ciel est saturé de missiles russes, en fait. Il y a un pic qui sont, par ailleurs, la réponse aux conditions de négociation que Volodymyr Zelensky a prononcées devant le G20, pas plus tard qu'avant-hier. Il a énoncé les conditions de sa négociation. Qui serait Grosso modo, qui serait l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui paraît quand même naturel quand on est président d'une république démocratiquement élue. Et la réparation financière. Et la réparation et surtout la justice. C'est-à-dire que soient jugés les criminels de guerre qui ont perpétué des crimes de guerre contre l'humanité, voire plus, en ce moment même, et qui continuent en ce moment à l'Ukraine. Et il faut quand même être... Enfin, il faut entendre que, humainement, on ne peut pas leur demander de passer au-dessus de ça. Alors, peut-être, il y a certains commentateurs qui renvoient cette question-là de la morale ou de l'émotion, bien que l'émotion n'a jamais été forcément une mauvaise boussole républicaine. On ne peut pas leur demander de renoncer à la justice et à l'arrêt des crimes et au respect de leurs frontières. C'est ça qu'ils demandent. Les grandes puissances, par ailleurs, si je puis me permettre, pour être très, très exact, il y a un mouvement, effectivement, comme dirait un commentateur américain, il s'agit de dresser la table, mais pas de forcer les gens à s'asseoir autour. Les pluies de missiles qui ont lieu depuis avant-hier sont très exactement la réponse de Vladimir Poutine, qui est censé vouloir s'engager sur... Réponse à quoi ? Au discours de Volodymyr Zelensky devant le G20, énonçant les conditions de négociation sur 10 points. C'est très exactement. Donc, non, vous ne croyez pas que c'est la réponse aux attaques des Ukrainiens en Crimée ? Pardon, pas du tout. Ça s'est prononcé. Non, après. Et alors, comment vous. Je sais pas, moi, je suis très attentif à ce que vous me dites. Encore que je ne crois pas à l'émotion, même si c'est très républicain pour la résolution des. Très humain. Oui, tandis que moi, je suis inhumain parce que je pense que, malheureusement, au niveau des États, c'est les rapports de force et le cynisme. C'est ce que j'ai vu. Mais comment vous expliquez alors qu'au G20, tous les pays, y compris la Chine et l'Inde, et demander que la guerre s'arrête. Oui, mais la pression elle est sur Poutine, pas sur Zelensky. Le G20 s'est prononcé en mettant la pression sur Vladimir Poutine, pas sur Volodymyr Zelensky, parce que toutes les puissances ont expliqué que rien ne se décidera sur l'Ukraine sans l'Ukraine et aux conditions de l'Ukraine au moment où ils l'auront choisi. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Les Ukrainiens décideront, mais pas aux conditions de l'Ukraine. Quand il y a une négociation, une guerre et une négociation, on est deux. Mais comment voulez-vous négocier à leur place ? Mais il faudra qu'ils négocient. Je veux dire, avec Xi Jinping et les autres, etc., il y a 3 choses. Le respect des frontières et de l'intégrité des États. L'affirmation que la guerre a trop duré. Ça veut dire qu'il y a de la pression dans l'air. Et le refus d'utiliser les armes chimiques et nucléaires, y compris les armes d'atomique. Mais ça, c'était des messages, excusez-moi, mais en termes de... C'était des messages qui étaient adressés à Vladimir... à Vladimir Poutine, pas aux Ukrainiens. Les puissances occidentales, voire au-delà, parce que la Chine est en train de lâcher un peu Poutine, somme toute, les grandes puissances sont tout de même d'accord sur un point. On essaye de dresser la table, mais il est hors de question de forcer l'Ukraine à s'y asseoir. Tout le monde le répète, l'OTAN. Stoltenberg hier l'a répété. Enfin, voilà, ça ne se fera pas sans l'accord. On ne peut pas forcer les Ukrainiens à négocier en dehors de les conditions avec leurs bourreaux. Monsieur Stoltenberg n'est que le valet des Américains. 30% du budget de l'OTAN, c'est moi. Oui, je dis moi. Quand il n'y avait pas l'Ukraine, M. Stoltenberg avait écrit à Biden: si vous avez besoin de nous, l'OTAN, dans l'Indo-Pacifique contre les Chinois, on est là. Oui, mais Emmanuel Macron a dit pareil. C'est pas le valet de l'OTAN, Emmanuel Macron. Les Italiens, le Royaume-Uni, les Allemands, ce ne sont pas les valets des Américains. Moi, je ne suis pas valet d'une. Non, mais eux ne peuvent pas dire ce que un journaliste
qui est libre peut dire. Ah bah oui, mais tout le monde est... Albert, Vous n'avez pas le pouvoir. s'il vous plaît. Vous n'avez pas le pouvoir de décision. La discussion est très... Mais les journalistes peuvent influencer les responsables Oui, mais politiques. c'est pas eux qui décident. Et le problème, si je peux me permettre une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de ces problèmes-là parce qu'il y a toujours l'émotion ou la caricature. Je suis contre ce que fait Poutine. Je ne suis pas dans la caricature. Je suis pas dans la caricature. Mais c'est collectivement. On est comme ça. En d'un seul coup, si tu dis la guerre, il faut que deux parties négocient. Aucun ne peut imposer ses conditions. Il y a une négociation. Il faut sortir. Mais il y a un agresseur, un agressé. Ah oui. Au milieu surtout... du livre, si vous permettez, Bien sûr. au milieu du livre formidable de Jean-Pierre Elkabbach, Les Rives de la mémoire, il y a des images, des photos. Et on les voit avec Sadat et avec Arafat. Or, au moment où la négociation a commencé, à la fois avec l'Égypte et ensuite avec l'ELP, on n'imaginait pas que la négociation aurait été possible. Et cette négociation qui a commencé, a pu commencer grâce au fait qu'on a compris que on ne pouvait pas imaginer une victoire complète de l'une des deux parties. On devait chercher le chemin du compromis. Et je crois que aussi dans d'autres crises actuelles, à commencer évidemment par la crise qui bouleverse notre vie d'Européens aujourd'hui. La crise en Ukraine, l'agression russe à l'Ukraine, sur ça il n'y a aucun doute. Seulement dans une logique de compromis, on peut trouver le chemin de la sortie. Parce que, Ali. en fait, ce qu'il faut comprendre quand même, et ça, c'est pas un avis, c'est factuel. Et je commence à connaître suffisamment la société ukrainienne, la partie ukrainienne, pour entendre, comprendre et pouvoir le relater. Il faut comprendre un truc qui, c'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire d'humanité. L'Ukraine, quand elle explique la condition, c'est grosso modo le retrait des chars russes et la libération de ces villes. Il est hors de question pour les Ukrainiens, parce qu'au passage, Zelensky, il n'est pas tout seul. Il a tout un peuple qui est absolument unanime derrière. Il est hors de question d'abandonner des copains, des proches, de la famille, des amis, dans des villes sous occupation russe, avec les horreurs qui peuvent s'y produire. C'est pas audible. Et c'est évidemment pas une vision politique. Mais Jean-Pierre Elkabbach écrit, et je voudrais que vous répondiez à ça, on aurait tort d'attendre la défaite totale de l'un ou l'autre camp pour rechercher un compromis. Alors, le compromis, il n'est pas facile à trouver. Évidemment. Si, je pense fondamentalement que l'Ukraine peut gagner militairement cette guerre, certes avec notre soutien, qui est somme toute en Occident, en Europe, les grandes puissances, enfin les grandes démocraties, très franchement inconditionnel, et c'est suffisamment répété en termes d'aide, d'ajout d'enveloppe sur le soutien militaire, parce qu'on sait très bien, enfin c'est pas un investissement dans le vide, on sait très bien que c'est faisable. En témoigne la libération de Kherson. Il y a eu moult commentateurs depuis des semaines qui expliquaient que ce serait très très long, voire impossible, etc. Kherson est libéré, et c'est d'un point de vue strictement humanitaire une nouvelle formidable. Et donc les Ukrainiens raisonnent, parce qu'il faut se mettre à leur place, un peu comme si les Français sous l'occupation avait expliqué, finalement on lâche l'Alsace et la Lorraine, débrouillez-vous avec le Reich, mais nous on est libres. En fait, ça ne s'est jamais produit comme ça, de façon saine. Et les Ukrainiens, c'est pareil, il n'y a aucune raison, avec, encore une fois, le régime du Kremlin et les souffrances qu'ils infligent aux civils, parce qu'il faut bien s'en rendre compte, il faut peut-être aller sur place pour constater la détresse, les souffrances et les chagrins, de se dire, en fait, finalement, j'abandonne mes copains qui sont à Donetsk, j'abandonne mes copains à tout ça en Crimée. En fait, humainement, ce n'est pas possible. Et même politiquement, pour Zelensky, c'est inaudible. Quand bien même, je suis sûr que c'est pas ça qui se joue, quand bien même il serait d'accord, mais les Ukrainiens, dans leur quasi-totalité, seraient furieux. Alors, et c'est normal. On doit gagner la paix. Nous, Européens, on doit gagner la paix. On doit bâtir la paix et pas gagner la guerre. Cette guerre, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une phrase de Tacite qui dit « Les princes finissent toujours les guerres
par la négociation plutôt que par les armes. On n'a pas négocié avec Hitler. Pardon de ce point Godwin, oui, mais Hitler, grosso modo, à un moment donné, il faut Hitler, rappeler sur quoi est basée l'Europe. C'est une défaite militaire du Troisième Reich, mais du nazisme. Donc il faut entendre qu'à l'Est, il y a aussi la question, parce que quand il parle de justice, il faut entendre aussi la question de l'impunité depuis des décennies qui est allouée à Vladimir Poutine et son régime. Il a massacré. Quand je pense qu'Aline disait tout à l'heure qu'elle n'a pas l'émotion, que c'est pas avec l'émotion. Ah mais j'assume mon émotion. Ah non mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas avec l'émotion que le problème sera réglé. Alors peut-être que si, figurez-vous. Vous verrez que non. Deux, trois choses. Il est évident que les Russes devront quitter le territoire de l'Ukraine, au bout, avant ou comme condition préalable à la guerre. Mais toute guerre doit se terminer par des négociations. Une fois que les chars russes seront partis, on est d'accord. Mais il va falloir, après on en parlera, mais comme l'a dit Alberto, la guerre d'Algérie, elle s'est terminée comment? La guerre avec certains pays d'Afrique, la guerre au Vietnam. J'étais avec le général de Gaulle le 1er septembre 66 quand il a dit à Johnson, sortez du Vietnam, faites la paix, même si vous êtes les plus forts, faites la paix. La guerre se termine par la paix. Ce n'était pas des guerres génocidaires. Là, on est face à une guerre génocidaire. La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. Je voudrais finir. Vous avez raison sur le Vietnam. Je voudrais finir. Aline, à votre avis. Aline vous a fait retrouver votre voix. Mais elle est d'une passion extraordinaire. Elle pourrait être comme... C'est pas de l'émotion, c'est de la passion, exactement. Merci. Moi aussi, dans mon métier, mais aussi une passion des faits. Je dis pas de la vérité, parce que chacun de son côté dit la vérité. J'énonce des faits. Non, les vérités, c'est d'écouter les deux qui vont partir. Mais vous avez dit un truc extraordinaire. Zelensky, s'il va vers la paix, c'est-à-dire accepter ce qui était prévu par les accords de Minsk, c'est laisser le territoire du Donbass autonome, j'ai pas dit indépendant ni russe, autonome, il aurait des ennuis avec les Ukrainiens. Non, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, non, j'ai dit, si, admettons, et j'ai précisé que ce n'était pas le cas, mais admettons, même si on allait par là, de toute façon, ça ne passerait pas d'un point de vue populaire. C'est très exactement ce que j'ai dit. Jean-Pierre Elkabbach, vous dites, je reviens aux journalistes. Je peux faire un pari en tant que journaliste, et on discutera ensemble une autre fois. Après, ça va se terminer par une négociation qui durera peut-être un cessez-le-feu et un début de discussion. Et même si Poutine est vidé de son pouvoir, même si c'est une nouvelle équipe, on pourra être prudent parce que les Navalny et compagnie, que certains, même en Europe, considèrent comme un démocrate, c'est un raciste, un antisémite, un nationaliste. Et là-dessus, on est d'accord. Là, voilà, c'est bien. Et je dis, ça se terminera par des négociations. Le problème, c'est... les chars russes en Ukraine. Oui, mais ils partiront. Mais il faut accepter qu'il y ait ça et que les Ukrainiens aient un port, comme Odessa, etc., pour pouvoir continuer à commercer, à vendre ce qu'ils fabriquent. Alors, on va revenir à l'actualité, mais je voudrais que vous disiez un mot de... on revient au journalisme, parce que vous confessez un regret. Vous avez promu beaucoup de monde dans votre carrière, chacun le sait, mais vous regrettez de n'avoir pas promu des femmes reporters, en dépit de l'admonestation de quelqu'un que vous aimez bien, et vous racontez cette rencontre mythique avec elle, c'est Nicole Avril, qui est votre épouse. Je l'aime pas bien, je l'aime. Pourquoi dire que j'aime bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, non, c'est une erreur totale. Parce que si j'ai réussi quelque chose, même sans savoir que j'y arriverai, c'est la transmission. Toute une génération qui est à l'antenne, à la radio, à la télé aujourd'hui, est passée par... Non, c'est pas moi, je veux dire, par les équipes qui étaient autour de moi et que nous avons recruté, habillé, formé et habillé aussi. Encouragé, oui, encouragé pour avoir encore plus de présence à l'antenne. Non, c'est pas ça. Je suis celui qui a nommé la première femme caméra woman. Contre les syndicats, contre tous, et qu'elle était en Afghanistan. J'ai nommé beaucoup de femmes, mais j'avais une appréhension, ça c'est vrai, à les laisser aller en Iran, parce qu'il fallait qu'elle porte le voile, aller sur les zones de combat au Proche-Orient et en Afrique. Et aujourd'hui, je me suis trompé, je le dis, les reporters les plus courageux sont des femmes. Elles sont sur le front, elles donnent l'exemple.
je les admire et j'admire leur courage, leur présence, le côté valeureux de ces reporters et qui font honneur à notre métier. Mais on peut dire quand même, pardon Jean-Pierre, on peut dire quand même vraiment que vous êtes de la vieille école, c'est-à-dire par exemple, il y a une conversation que vous écoutez entre Chou En-Lai et Georges Pompidou. Tous les deux sont malades, tous les deux confessent leur maladie. Vous entendez ça et vous n'en dites pas un mot. Je pense que le secret médical des uns et des autres ne m'appartient pas. Quand toute la presse savait que Georges Pompidou était malade, on ne savait pas exactement la maladie. On le voyait grossir. On l'a vu comme moi à Pitsunda, près de Sochi, près de la mer Noire, dans des conversations avec Brejnev, arrivé avec un gros manteau lourd alors qu'il faisait très chaud, tenu par 2 personnes pour aller faire une conférence de presse où il avait été brillant. Les gens ne disaient pas ce qu'il avait. Il y en a qu'un qui a ouvert la porte, c'est François Mitterrand, qui a dit « je suis malade de ceci, je suis une première opération, deuxième opération ». Et donc ça, c'était lors du secret médical, c'était à eux de le dire. Peut-être aujourd'hui, je ferais... Vous feriez différemment. Je ferais peut-être différemment, oui. Mais on est toujours tenu, il me semble, par le secret médical. Si par exemple, vous saviez que Zelensky, votre ami, avait une maladie grave, vous le diriez tout de suite ? Il va très bien, donc la question se pose pas. Il va très bien. Mais vous parlez à un inconditionnel, à un président du fan club. Surpris qu'il n'ait pas l'uniforme, le tenue kaki de Zelensky. J'ai plein de petits bracelets, mais j'endosse complètement. On va faire un tour de table sur le coup de cœur ou le coup de griffe, mais comme on l'a annoncé, je voudrais quand même qu'on dise un mot, Alberto, sur la crise entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron. Il y a une crise qui est incontestable à propos autour du bateau de migrants. Il y a un French bashing aujourd'hui en Italie ou un Macron bashing. Non. Et il y a la recherche d'un partenariat et moi je pense que les forces qui poussent la France et l'Italie à s'entendre sont beaucoup plus importantes que cette polémique, qui a des raisons réelles, parce que le problème migratoire de la Méditerranée est dramatique, voire tragique, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts pendant des années, dans le cours des années. Mais je reviens à ce que Jean-Pierre Elkabbach disait à propos de la Méditerranée, et de cette envie de dialogue dans la Méditerranée, dont on a besoin par rapport à l'Algérie, dont on a besoin par rapport à la Tunisie, à Malte, à la Libye, à l'Italie. La Libye a été mise dans l'état actuel suite à une intervention militaire qui avait de bonnes intentions. Et voilà où la guerre nous a amenés. Ouais. Hein? On se rappelle qu'à l'époque, Berlusconi avait fait un accord avec Kadhafi. Ouais. Tu me gardes tous les candidats à la migration, je te donne ton par an. Et Nicolas Sarkozy a attaqué et bombardé la Libye en disant qu'il avait de bonnes intentions. Avec Cameron et avec Madame Hillary Clinton. Voilà, et voilà les résultats. Donc, je crois qu'on a besoin de dialogue dans la Méditerranée et que la question migratoire et ces différents franco-italiens pourront trouver seulement des solutions avec beaucoup de bonne volonté. Alors, gardez le micro, Alberto, parce qu'on va faire le tour de votre coup de griffe ou votre coup de cœur pour la semaine. Coup de griffe facile. La Coupe du monde de football commence au Qatar. Ce pays a utilisé et continue d'utiliser des méthodes inacceptables dans sa façon de traiter les migrants, qui sont les vrais travailleurs au Qatar. Et cette Coupe du monde a aussi du sang sur les mains. Alors, Aline Lebaille-Crémer. 2 coups de cœur. Voilà. D'abord, le livre de Stéphane Courtois et Galia Kerman, le livre noir de Vladimir Poutine, pour comprendre un peu de quoi on parle. Je pense que tout le monde devrait le lire et de voir à quel régime on a affaire et à quelle mafia on a affaire. Couplé... La mafia ? Non, en Russie. Parce qu'il y a beaucoup de corruption. Il y avait beaucoup de corruption en Ukraine. Oui, et c'est d'ailleurs... La Russie n'y est pas pour rien.
La Russie n'y est pas pour rien d'ailleurs, et l'essentiel de la corruption dans le coin, elle se passe à Moscou en ce moment. Et donc le deuxième coup de cœur, c'est les moudjiks d'un grand reporter qui s'appelle Romain Mielkorek, qui sort aux éditions de Noël, une grande enquête sur les agents russes en France et les réseaux d'espionnage russes, donc du FSB, anciennement KGB, et comment ils opèrent en France et où ils peuvent aller agir pour soutenir la politique criminelle du Kremlin. Alors, coup de cœur ou coup de... Vous n'allez pas parler de Gad Elmaleh, parce que je sais que sa conversion vous énerve. Non, il peut se convertir. Moi je veux bien croire que sa conversion et son amour de Marie sont sincères. Mais est-ce qu'il faut pour autant qu'il mette en scène, qu'il mette sur la place publique avec autant d'ostentation un choix et un acte qui est personnel et vraiment intime? Est-ce qu'il est nécessaire de raconter avec la même sincérité surjouée de média en média sa sincérité? Est-ce que je suis bien de votre avis. C'est normal qu'il fasse jouer sa mère, ses parents, les prêtres dans ce qui est une comédie? L'authenticité, pour moi, elle a besoin de plus de discrétion et de silence. Et je voudrais ajouter un truc. Et en même temps, c'est pas très important. Il n'est pas Lucie Gay, autrement ça se saurait, et il n'est pas non plus Spinoza. Non, ça non. Mais nous verrons comment l'impatient Gad Elmaleh vivra sa foi jour après jour dans le temps. Et si plus tard, le nouveau chrétien qu'il est aujourd'hui ne sera pas tenté de redevenir aux juifs séfarades qui, de l'époque, savaient nous faire rire. Merci. Et moi, mon coup de cœur, c'est votre livre, Les Rives de la mémoire, Jean-Pierre Alcabache, aux éditions Bouquin. Les femmes de l'Iran. Les femmes de l'Iran, je voulais qu'on en parle, mais... Sur 45 millions d'esclaves aujourd'hui, la majorité sont des femmes. Au-delà des paroles, nous devrions tous nous mobiliser pour les aider. Même quand l'histoire de l'Ukraine sera terminée, le jour où ça fera plaisir à Aline et puis à beaucoup d'autres et à moi, à ce moment-là, il faudra aider les Iraniens. Alors, figurez-vous merci, non, c'est fini. Merci, le caca politique de la semaine. Merci Jean-Pierre Alcabache, Alberto Toscano, Aline Lebay-Kremer. Bon dimanche à tous.